Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir ou à tous ou à toutes, selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Donc voilà une nouvelle vidéo de Cross Connect, la chaîne qui partage l'information entre les deux communautés de l'Amérique du Nord, la communauté anglophone, la communauté francophone. Notre chère communauté francophone naturellement entre la Suisse, la Belgique, la France et notamment notre magnifique continent de l'Afrique, mais également nos frères et sœurs qui sont avec nous ici en Amérique du Nord. Donc moi je me situe à Montréal, mais voilà, je suis un petit peu un observateur privilégié de ce qui se passe aux États-Unis. Donc voilà cette nouvelle vidéo où on va aborder les 5 preuves qui démontrent la création de Dieu ou l'existence de Dieu. J'ai fait une vidéo en anglais sur le sujet, donc si certains parmi vous se sentent un peu à l'aise en anglais et se sentent la capacité de suivre une vidéo d'environ 1 heure en anglais, conseille de la regarder. Voilà, j'aborde le même sujet, hein, mais bon là je vais les aborder en français pour le bénéfice de ceux qui ont un peu plus de difficultés en anglais. Mais voilà, la motivation de cette vidéo, c'est que j'ai vu l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris pour la fameuse cérémonie d'ouverture. J'ai été choqué de voir certaines images de transgenres, de femmes à barbe. Bon, moi, je suis d'avis qu'il faut laisser vivre les gens à faire leur propre choix quand ils sont avertis, mais pas de faire de ne pas faire de prosélytisme. Et ça, pour moi, c'est du prosélytisme déplacé. Moi, je vois des images de dépravation. Maintenant, chacun y voit ce qu'il veut y voir. Moi, j'y vois l'image de quelque chose qui était vraiment choquant. Et j'ai même vu un commentaire sur X, donc ex Twitter, où une personne disait est-ce qu'on est arrivé à Sodome et Gomorrhe. C'était une personne qui n'est pas religieuse, qui adresse le contexte de Sodome et Gomorrhe. Mais j'y reviendrai à une autre vidéo. Donc, pour moi, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment la négation de ce qui fait notre histoire commune. J'ai vu certains de nos frères chrétiens et musulmans qui ont réagi très vertement en disant que c'était une négation et une insulte à l'image de ce que représente Jésus-Christ dans l'histoire de l'humanité, parce il a un rôle particulier dans le rôle de l'humanité de manière générale, même si c'est pour moquer. Et puis j'ai pu voir un des concepteurs de cette cérémonie d'ouverture qui a dit clairement que son ambition c'était de modifier la société. Donc des gens qui veulent insuffler une nouvelle image de la société. Je sais pas si ça peut rendre la société meilleure, ce type d'image, mais ça ne peut que l'empirer de mon point de vue. Et j'ai déjà dit dans certaines vidéos où j'ai fait une j'ai fait comme une analogie entre le football de Monsieur Didier Deschamps et à quel point ça appauvrit notre structure sociétale. Non pas que le football est mais que le football est plutôt une réflexion de ce qu'est l'appauvrissement de création, de passion et de beauté dans ce que nous faisons dans notre société actuelle. Donc voilà, on va passer maintenant un petit peu bon, c'est juste l'introduction. Il y aura en tout 5 parties. Et en fait, donc voilà, ce qu'on va aborder dans ces 5 parties, donc on va aborder 5 sujets. Donc l'univers, le Big Bang et la particule de Dieu. Est-ce un hasard ou une conception intelligente? Donc c'est pour mettre en avant la question de Dieu et certains éléments théoriques, mais qui restent des éléments structurels de notre compréhension de l'univers. Est-ce qu'on peut y voir une forme de conception intelligente avec un niveau de design intelligent ou d'intelligence supérieure? L'ADN peut-on considérer l'ADN comme une structure fondamentale de la vie? Et à quel point l'ADN est vu comme une structure, on va dire, qui définit le vivant, en fait, l'écosystème vivant sur Terre? Quels sont les éléments qui nous distinguent? Si pendant qu'on partage, nous, êtres humains, nous avons tous l'ADN en commun, mais à quel point l'ADN nous distingue en tant que nous, êtres humains, et quel effet cela a-t-il sur d'autres mondes de la famille des mammifères, par exemple? On peut voir quelques exemples. D'où provient l'âme humaine?
Donc je vais j'ai une discussion très intéressante avec un archéologue que je connais, qui n'est pas très connu, mais qui est aux États-Unis. Il y a une personne que je suis beaucoup et avec lequel j'ai eu une discussion très intéressante, et j'aimerais juste partager notre échange avec vous, et voilà. Et il y a aussi des expériences de mort imminente. Donc, expérience de mort imminente, c'est near death experiences. C'est les gens qui tombent qui meurent pendant quelques minutes. Des fois même, on parle de quelques heures, qui ont des expériences assez troublantes, et j'aimerais aussi un petit peu en parler, et puis à la fin je donnerai une petite conclusion sur l'approche qui est la mienne de ce sujet. Et donc voilà. Donc on va commencer avec la partie 1 dans quelques instants, et puis j'espère que vous serez attentifs, parce on a beaucoup à échanger et à partager aujourd'hui. Donc mon équipe et moi, on a fait un ensemble de recherches, bah, surtout moi, on va dire, donc, mais certains membres dans mon équipe qui se trouvent, une personne se trouve en France, une personne se trouve aux États-Unis, et on a travaillé un petit peu sur le sujet tous les trois. Vous les verrez au fur et à mesure. Et puis, notamment durant des podcasts, quand on va organiser des podcasts sur le football, sur la société, sur la technologie, sur le sujet des aliens, pardon. On va avoir un gros sujet sur les aliens, notamment sur le royaume de Sumer et les Anunnaki. Donc, j'ai prévu d'en parler dans les quelques semaines à venir. Donc voilà. Écoutez, on se voit tout de suite. Alors, nous revoilà nos amis sur la partie 1. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Nous sommes, ok, sur cette partie-là. Partie 1, l'univers et le Big Bang sont-ils le résultat du hasard ou le résultat d'une planification intelligente? Alors, je veux expliquer un petit peu ce que ça signifie. Okay. Faut comprendre que le concept du Big Bang est encore une théorie. Okay. On ne sait pas si le Big Bang a a une origine qui comprend tout l'univers ou une partie de l'univers. Certaines recherches récemment contestent un petit peu l'idée que le Big Bang soit le début de tout, et surtout une partie qui nous concerne nous personnellement. Ok, ça c'est quand même une théorie. Okay. Donc le Big Bang reste toujours une théorie. Il y a d'autres théories qui donnent, qui ont surgi depuis lors, mais le Big Bang est celle qui a retenu le plus de consensus dans la communauté scientifique. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est le Big Bang? Le Big Bang, le concept, c'est bah, que nous avons un élément qui représente peut-être une boule, la tête d'une épingle, qui représente une soupe condensée d'énergie qui va imploser, okay, qui va imploser ou exploser. Quand elle explose, elle explose à une vitesse incroyable, et en termes de scale, et en termes de taille. C'est-à-dire que la manière dont elle s'étend de manière croissante, sans qu'il y ait d'interruption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle de. C'est comme si quand vous inspirez, vous expirez. C'est comme si vous expiriez avec le Big Bang. L'idée c'est de manière constante. Voilà, vous étendez l'univers de manière extrêmement rapidement, de manière très agressive. Ok. Mais ça veut dire qu'avant le Big Bang, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui régisse l'univers. Okay. Donc on a une expansion de l'univers qui est extrêmement précise, avec une certaine forme de précision et d'expansion presque parfaite. Ok. Ce qui requiert un, un niveau de compréhension de ce qu'on essaye de réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expansion du Big Bang, c'est de l'énergie pure. Okay. Ce n'est pas de, c'est purement de l'énergie. Okay. Et cette énergie, elle croît avec une constance et et une vitesse assez impressionnante, mais elle ne décroît pas. C'est-à-dire que pour arriver à ce genre de capacité, il faut à la fois une compréhension de la densité de l'énergie,
des éléments de gravité quantique, mais également de temps et d'espace. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il y a un point dans l'univers qui permet l'extension et la création de d'une énergie qui se déploie de manière constante, on crée par définition de l'espace et du temps. Si on crée l'espace et du temps, c'est qu'on crée des nouvelles lois. Et que ces nouvelles lois vont interagir, vont permettre de créer une nouvelle forme de dimension, entre guillemets. Si au début, il n'y a rien. Donc, ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est que avant le Big Bang, il n'y a rien. Alors, moi, je pose toujours la question, c'est toujours la question que je répète sur le sujet. Peut-on créer quelque chose à partir de rien? C'est l'idée du nihilisme dont j'avais parlé dans la vidéo par rapport à Deschamps. L'idée qu'il n'y a que les faits, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'autres éléments que les faits. Ben, si on prend juste les faits, moi, je pense pas qu'on puisse créer rien, à partir de rien, qu'on puisse créer quelque chose. Parce qu'il faut bien comprendre que l'expansion du Big Bang, c'est de l'énergie pure. Il n'y a pas de matière, il n'y a rien. Donc, j'explique juste que sans matière, sans masse, donc il n'y a pas de masse. Quand je dis sans matière, il n'y a pas de masse. C'est-à-dire que c'est de l'énergie pure, il n'y a pas de masse. Donc, les particules en tant que telles, ce sont des particules originelles qui n'ont pas de masse. Donc, quand on crée cette expansion, énergie pure, pas de masse. Pour créer la vie, il faut de la masse. La masse. Donc, les particules vont avoir de la masse, créer du carbone, oxygène, hydrogène, de l'or, du cuivre. Bon, voilà, tous les éléments voilà, tous les éléments qui permettent les éléments de la vie ou bien l'oxygène, pardon. Pour tous les ou le méthane ou bien d'autres éléments qui permettent la création des blocs nécessaires pour la vie. Sauf que à partir du Big Bang, on a de l'énergie. On n'a pas de masse. Parce qu'on n'a pas de masse, pas de matière, pas de vie. Donc nous, on n'existe pas. Donc là, l'idée, c'est que maintenant, faut comprendre que l'expansion du Big Bang, c'est c'est l'idée d'une équation mathématique et physique qui est extrêmement précise. Et moi, ce qui me sidère, c'est la moindre variance. Et si je prends un de mes amis qui est un, euh, qui est astronome, avec lequel on parle assez souvent, et on a souvent cette discussion sur ce sujet, c'est que si on considère le Big Bang, qu'on prend ça comme une équation, okay, quelle est la complexité de cette équation? Est-ce qu'elle est complexe? À quel niveau peut-on expliquer la complexité? Donc, si on expliquait la complexité du Big Bang aujourd'hui, ce serait de prendre toutes les plages qui existent dans le monde, sur Terre, et le moindre grain de sable qu'on retirait de cette équation rendrait l'équation, je veux dire, non valide. Ça veut dire que cette équation, elle est tellement complexe que la moindre variance pourrait la faire déjouer. Alors, quand on dit la faire déjouer, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire expansion à une certaine vitesse, mais l'expansion se passe trop rapidement, donc l'énergie s'essouffle et se contracte. Donc, on a expansion, contraction. Mais là, ce qu'on a, c'est dès qu'on a une expansion constante. C'est comme si, comme je vous le montrais juste avant, c'est comme si vous expiriez de manière constante, sans vous arrêter. À un moment, l'air, il y en a plus. Donc, voilà. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le Big Bang continue, le concept du Big Bang, l'expansion de l'univers continue. On sait qu'aujourd'hui, les galaxies convergent vers un point de l'univers et que ces galaxies voyagent à la vitesse de la lumière. Donc, d'où l'idée de cette constante, de nouvelles lois qui s'installent avec des règles où la constante de l'univers serait la vitesse de la lumière, environ 350 000 km secondes. Okay. Donc, si on a cette expansion, comment on peut expliquer la masse? On a cette expansion de cette énergie à partir de rien, mais on a de la masse. Donc, comment explique-t-on la masse? La masse, on l'explique avec ce qu'on appelle le boson d'Higgs. Okay. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Okay. Premièrement, on a le Big Bang et l'univers ou une partie de l'univers commence avec un point extrêmement chaud et dense qui va s'étendre. Okay. Deuxièmement, on a une expansion et on a une expansion. Donc, vu qu'on a un point extrêmement chaud qui s'étend,
naturellement, l'expansion continue, ce qui fait que l'énergie qui résulte de cette expansion commence à refroidir. Donc, quand on a atteint ce point, quand on commence à refroidir, en fait, on atteint une phase transitionnelle. Cette phase transitionnelle, on appelle ça le point de symétrie. Et le point de symétrie, c'est qu'on estime qu'il est similaire à une transition quand on a de l'eau qui se transforme en glace. Ok. Et c'est là que le champ d'Higgs rentre en considération, puisqu'il permet d'atteindre une valeur de non zéro. Ça veut dire qu'à partir de non zéro, il y a la possibilité de créer des changements qui permettent de faire intervenir la matière. Et donc le champ de Higgs, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de donner de la masse à certaines particules, mais pas toutes les particules. Pour avoir une balance, il faut qu'il y ait des particules avec de la masse, certaines particules sans masse. Exactement ce qu'on retrouve avec les photons. Les photons qui se retrouvent dans la lumière du soleil. Quand vous mettez votre main en dessous la lumière du soleil, vous sentez vous sentez quelque chose de différent. Okay. Cet élément différent, ce qu'on appelle des photons. Mais les photons, pour pouvoir voyager à la vitesse de la lumière, ils n'ont pas de masse. À partir du moment où vous avez de la masse, il y a des lois qui s'appliquent sur vous, fait que vous êtes pris par la gravité. Naturellement, vous ne pouvez plus voyager à la vitesse de la lumière. Mais les photons voyagent à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que pour avoir une forme de balance, comme je disais, il faut qu'il y ait des particules avec de la masse et des particules sans masse. Et ça fait intervenir ce qu'on appelle le boson d'Higgs. Okay. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Alors pour vous expliquer ce que c'est le champ d'Higgs, c'est un champ invisible qui est perméable et qui permet de donner de la masse à toutes les particules élémentaires. Donc comme je vous disais, pas toutes les particules élémentaires, certaines particules élémentaires. Donc je vais pouvoir vous le montrer dans quelques instants. Particles. The field in question is called the Higgs field. A wave, ripple. Alors c'est un champ qui donne une sorte d'ensemble de vagues, de circonstances et de perturbations. Or disturbance in that field is therefore called the Higgs. Et cette perturbation, ce champ ou cette vague est aussi appelée la particule de Higgs ou le boson de Higgs. Donc le boson de Higgs est une partie, on va dire, qui permet l'échange avec le champ de Higgs. Donc il est l'élément qui permet de l'interaction avec le champ de Higgs. Boson, or the Higgs particle. This theory suggests that particles do not have a mass of their own. Rather, they get their mass by interacting with the Higgs field. En fait, ça veut dire que certaines particules élémentaires n'ont pas de masse. Mais elles obtiennent la masse en interagissant avec le champ de Higgs. Et donc combien de masse recevront certaines particules, c'est déterminé selon leur interaction avec le champ. Donc on ne sait pas exactement comment le champ fonctionne, comment le champ interagit avec les particules élémentaires, mais selon l'interaction avec les particules élémentaires, ça va les transformer en éléments lourds. Donc les éléments lourds, ça va être du carbone, du fer, du cuivre, ces éléments-là. Et les éléments légers, ça va être, on va dire, de l'oxygène, du méthane, ce genre de choses. Plus des gaz plutôt que de la matière. Okay. How heavy a particle is will be determined by how strongly a particle interacts with the Higgs field. Electrons, quarks, and other elementary particles interact. Alors les éléments comme les électrons, les quarks et d'autres particules élémentaires interagissent plus ou moins fortement avec le champ de Higgs, et donc ce qui détermine donc leur valeur. Interact with the Higgs field in different ways and therefore have different masses. Photons, however, don't interact with. Mais comme je vous disais, il y a certaines particules naturellement qui n'ont pas de masse, comme les photons. Donc on peut voir que les photons n'ont pas de masse. Donc eux, même s'ils interagissent avec le champ de Higgs, eux n'ont pas de masse. Donc ce sont des particules élémentaires qui eux n'ont pas reçu de masse, mais qui ont quand même un rôle à jouer
qui est le photon. Donc on voit bien que le champ de Higgs c'est vraiment une théorie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées naturellement, c'est purement de la théorie. The field, and thus have no mass. Now remember, the existence of the Higgs field was just an idea proposed in 1964 by a few scientists. After initially Donc en fait, le champ de Higgs, la proposition du champ de Higgs en tant que théorie a été proposée en 1964 par un groupe de scientifiques. Donc initialement, ça a été reçu avec un peu de scepticisme par la communauté scientifique, mais globalement, il y a eu un consensus sur le sujet en disant bon, la théorie qui semble la plus adaptée à la compréhension de d'où viendra la masse à partir du moment où le Big Bang n'a pas d'énergie, ne produit que de l'énergie, il n'y a pas de masse, donc à partir de là, il faut qu'il y ait quelque chose qui interagit avec l'énergie pour lui donner une masse. Donc c'était une théorie jusqu'à. facing skepticism from the scientific community, the idea was later hailed as a brilliant one. However, for many years, it was exactly that, just an idea. Donc pendant plusieurs années, donc à partir de 1964 jusqu'à, on va dire 2012, jusqu'à l'observation de la particule de Dieu, donc le boson d'Higgs, on a pu voir que c'était une théorie, mais c'était juste une idée quoi en fait. Donc il y avait rien qui justifiait cette position et qui la garantissait. No proof for this field existed. All of that changed on July 4th, 2012, when researchers at Donc le 4 juillet donc 2012 à CERN, vous savez l'accélérateur de particules qui se trouve en Suisse. CERN confirmed the existence of this mass-giving field. Ils ont trouvé maintenant ils ont pu observer avec l'accélérateur de particules que il y avait ce champ qui pourvoyait de la masse à de nouvelles particules, et c'est ça où on a pu voir le Higgs boson qui s'est aussi appelé la particule de Dieu. Because a new particle, the Higgs boson, had been discovered in the Large Hadron Collider, the largest and most powerful particle accelerator in the world. The LHC accelerates protons. Donc l'idée c'est que l'accélérateur de particules à CERN, il accélère les protons en les chargeant d'ions approximativement à la vitesse de la lumière, et ce qui permet des collisions. And charged ions at a speed close to the speed of light, and then smashes them against another beam of elementary particles. This collision produces massive particles, and the Higgs. En fait, donc la collision entre différentes particules dans l'accélérateur permet de créer un nombre important de particules, et ces particules parmi lesquelles était le Higgs boson. Donc selon la vitesse qu'ils arrivaient à atteindre, ça leur permettait de créer de nouvelles particules, et c'est là où on a pu voir apparaître le Higgs boson, donc la particule de Dieu. Boson is one of them. Unfortunately, the Higgs boson doesn't sit around for long. In fact, it decays into smaller particles almost as soon as it's detected. That's why it is so difficult to detect massive particles. On va s'arrêter là, mais l'idée c'est que en fait le Higgs boson il est particulier parce qu'il apparaît et il disparaît presque instantanément. C'est-à-dire qu'il apparaît, il donne de la masse à des particules et il disparaît. Et donc là l'idée c'est que il change un peu le sujet en disant ouais la particule se désintègre en plusieurs en plusieurs particules, mais c'est pas la manière dont ça a été perçu au départ. Au début ça a été vraiment perçu comme il apparaît et il disparaît quasiment instantanément. Donc le temps de donner de la masse et elle disparaît. C'est pour ça qu'on l'appelait la particule de Dieu, parce que c'est là où on a pu voir qu'il y avait un élément presque magique, bon c'est la science, mais un élément presque magique sur la manière dont la masse était produite, et donc la masse donnait de la matière. Donc comme je disais, c'est toujours cet aspect-là qu'il faut prendre en considération. L'énergie ne donne pas de masse, donc il y a l'énergie, masse, la matière et donc la vie. Sans ces éléments-là, sans l'élément comme le Higgs boson, il ne pourrait pas y avoir de créer d'éléments qui permettent la génération des éléments qui produisent la vie en fait. Donc l'oxygène, le dioxyde de carbone, le méthane, ce genre de choses n'existeraient pas sans le Higgs boson. Il n'y aurait que de l'énergie et l'univers serait vaste, mais il n'y aurait rien. Pas de planète. Il n'y aurait rien que de l'énergie. Et encore cette énergie, on dit même, il y a même une théorie
est sorti il y a quelques temps maintenant, que la base de l'univers serait même électrique. Donc que la matière noire, en fait, ce n'est pas la matière noire, ce serait un tissu, euh, un tissu euh, électrique fondamental. Donc après c'est une théorie, mais faudrait que je suive ça. C'est un élément que je regardais avec intérêt, mais j'ai pas vraiment étudié le sujet encore. Donc voilà, le Higgs boson. Alors il a été reçu en 2012 avec beaucoup d'excitation. Hein. C'était la première fois que il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de curieux qui étaient venus pour assister à la conférence de presse des scientifiques qui travaillaient au CERN. Et on a pu voir qu'il y avait une excitation parce que pour beaucoup de gens qui ont une appétence religieuse, pour eux c'était la, la vérification que il y avait une forme d'intelligence, que le Higgs boson, la particule de Dieu, donnait une réalité sur le monde dans lequel nous sommes, mais sous une forme de design, dans une forme d'intelligence. Ça veut dire que on ne peut pas estimer que le Higgs boson soit le résultat du hasard. Quand on voit quelque chose qui donne des, de la masse à certaines particules pour qu'elles deviennent des éléments qui génèrent de la matière, donc on donne de la masse, qu'elles deviennent, je sais pas, du fer, euh, des, du cuivre, de l'aluminium, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme élément, comme du carbone, notamment le carbone sur Terre, la base de la vie, c'est le carbone. Donc, naturellement, on peut se dire qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, je pense que quand on voit le déroulement et l'équilibre qui se crée, parce que c'est ça, c'est que je prends souvent cette, cette analogie, si vous voulez comprendre la logique de chaos et de hasard et la différence entre le chaos, le hasard et la prédéfinition ou la planification. Vous allez en cuisine par exemple. Si vous voulez faire un soufflé, vous voulez faire un 4 quarts, vous allez faire le gâteau, mais si vous ne respectez pas ni les, ni les mesures des éléments que vous devez utiliser pour faire le gâteau, ni les véritables produits qu'il faut utiliser, vous devez utiliser des yaourts pour faire un gâteau au yaourt, vous utilisez la mayonnaise, ça va vous donner quelque chose, mais ça vous donnera pas le 4 quarts ou bien bon, je suis pas très bon en pâtisserie, mais ça vous donnera pas le 4 quarts, le gâteau au yaourt que vous attendez, parce que vous n'utilisez pas ni les bons produits, ni les bonnes mesures. Donc c'est ça qu'on définit comme le chaos. Et aujourd'hui, on dit il y a un ordre établi dans l'univers, il y a une forme de balance, même si on voit la gravité définie par Newton et la théorie de la relativité générale et spécifique d'Einstein, on voit que on essaye d'établir une forme de compréhension et de balance dans l'univers, mais cette balance existe déjà dans l'univers. Et elle est soit planifiée, intelligente, mais elle n'est certainement pas due au hasard. Moi, c'est pas que je refuse, je ne vois pas le hasard dans tout ça. Je vois plutôt une planification intelligente et perceptible d'une volonté de création, on va dire, planifiée avec un niveau de design. Vous allez le voir dans les prochains éléments, notamment sur l'ADN. C'est absolument frappant ce que l'on peut, quand on voit quand on voit cette logique de perspective en anglais, on parle de template. Donc, en français, on va parler de structure, en fait. Qu'il y a une structure à la fois dans l'univers avec ce que l'on voit avec le Big Bang, l'énergie, la masse, la matière et la vie, donc qui sont définis par des logiques et des éléments qui interagissent les uns avec les autres pour créer les différents éléments qui permettent la vie. Et de l'autre côté, dans l'ADN, vous allez voir qu'il y a une structure vraiment de base qui permet de définir l'ensemble de l'écosystème du vivant et du non-vivant. Ok. Après, ça dépend de ce qu'on appelle du vivant. Si on appelle des végétaux du vivant, on va appeler ça, on va tout appeler du vivant. Mais quand je parle du vivant, je parle du règne végétal, animal et notamment humain. Donc les humains qui sont vraiment à part du règne animal, mais pas beaucoup. Hein. Donc on va le voir ensemble dans la deuxième partie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le Big Bang. Encore une fois, le Big Bang, c'est une boule d'énergie. L'expansion, c'est comme si vous avez un point, vous avez l'expansion de l'univers de manière constante qui continue jusqu'à maintenant après plusieurs milliards d'années.
Et cette constante est de l'énergie pure. Il n'y a pas de masse ni de matière. Il faut l'intervention d'un élément presque magique qu'on va appeler le boson d'Higgs. Et le boson d'Higgs, lui, permet aux particules élémentaires d'interagir avec avec le champ des Higgs pour pouvoir donner de la matière. Okay, pour pouvoir donner de la masse qui va naturellement donner de la matière. Okay. Donc dans l'univers, on retrouve beaucoup d'éléments, même des éléments lourds sous forme de gaz, même s'il y a de la matière, il y a des planètes, il y a des astéroïdes, tout ça, mais de manière générale, pour la formation de planètes, ce sont des gaz qui s'agrègent, qui naturellement refroidissent et forment de la matière. Et donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie numéro 1. On se retrouve dans la partie numéro 2. À tout de suite.